Bienvenue dans l'épisode 4 de ce podcast qui continue de survivre avec un rythme aléatoire. Aujourd'hui, nous allons finir la deuxième partie de Ainsi par Zarathustra qui m'amène dans mon édition à la page 193, une soixantaine de pages depuis la dernière fois. Je trouve que voilà, 2 épisodes par partie, c'est pas plus mal. Je vous donne un petit peu les sujets du jour, il m'en est venu 3, mais c'était assez dense. Là, j'aurais pu parler de pas mal de choses. Les 3 en question sont: le premier, être capable du mauvais donne de la valeur au bien. Être capable du mauvais donne de la valeur au bien. Le troisième, savoir est une fin qui exclut l'exploration. Et le troisième, la volonté est folle quand orientée vers le passé et créatrice quand orientée vers le futur. Donc encore une fois, pour ceux qui nous rejoindraient, je vais essayer de m'appuyer sur ce livre pour essayer de le lier à certaines expériences dans mon domaine de prédilection qui est les sciences de l'entraînement en sport d'endurance, mais aussi parfois de ma simple vision du monde en tant qu'entrepreneur, puisque eh bien, on vit des aventures particulières qui mériteraient qui méritent d'être mis en relation avec ce que les penseurs du passé ont pu vivre. Avant toute chose, oui, comme je le disais, pas un épisode par semaine pour une raison assez simple qui est que ça reste assez dur à lire pour moi, ce genre de livre, dans le sens où je ne sais pas si tous les récits philosophiques sont aussi alambiqués, mais j'ai pu le dire dans le premier épisode, il me semble. L'écriture ressemble un peu au récit biblique tel qu'aurait pu... comme certaines paraboles des évangiles, ou bien tel qu'a pu être écrit l'Ancien Testament. C'est pas hyper fluide, c'est pas une manière, enfin je trouve que c'est pas la manière la plus simple, la plus directe. La plus simple, je sais pas, mais c'est pas la plus directe. En tout cas, le gros avantage, c'est que comme le texte n'est pas très accessible, il permet de réfléchir un petit peu, il permet de mettre en... juste d'essayer d'approfondir. Peut-être que si ce qu'il voulait dire était donné plus directement, on aurait moins envie d'aller le chercher. On aurait moins envie aller creuser qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi est-ce qu'il parle de tarentule, pourquoi est-ce qu'il parle de machin, pourquoi il veut pas juste dire que les gens sont des gros égoïstes, des gros envieux. Ça irait beaucoup plus vite. Mais peut-être que justement, comme je l'ai dit, le fait de nous rendre ça un peu inaccessible, ça se mérite, et peut-être que le fait que ça se mérite fait qu'on retient plus les leçons. Je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, avant de commencer, j'ai, dans les derniers jours, vécu certaines choses qui étaient marrantes parce que ça a rebondi un petit peu à ce qu'on s'est dit dans le dernier épisode, en particulier sur la dernière partie. Je vais commencer par un épisode de podcast que j'ai écouté sur la chaîne Modern Wisdom, où il a interrogé Bernie Sanders, homme politique américain, démocrate, donc à gauche chez eux, mais ça resterait à droite chez nous, voilà, pour le positionner. En tout cas, c'est très marrant parce que je vous parlais de la volonté politique, de quelle est dans mon sens une bonne et une mauvaise volonté politique, et je vous disais que typiquement, si on me parlait de vouloir aider les gens, j'aurais plus envie d'aller dire je veux un monde avec des gens moins misérables en bas de l'échelle sociale. Et en fait, ce qui se passe en haut de l'échelle sociale, j'en ai un peu rien à foutre. Et c'est très marrant parce que quand j'ai écouté son discours, d'ailleurs, je sais pas en quelle époque, je sais pas à quelle date est-ce que il s'était présenté à l'élection présidentielle. Je pense que c'était il y a à peu près une dizaine d'années. Donc je devais avoir à tout début de vingtaine. Donc je me souviens qu'à l'époque, je me disais Bernie Sanders, puisque évidemment avant de m'intéresser à la politique, comme tout le monde, j'étais de gauche. Donc je trouvais que c'était évidemment le plus vertueux d'entre tous. Et là, maintenant, avec un nouveau spectre d'analyse sur le discours qu'il peut avoir, il coche tous les red flags que je peux avoir. Je vais vous en donner un, et d'ailleurs, si vous parlez anglais, vous pouvez aller le voir. Quand on n'a pas de grille de lecture, parfois, c'est très facile de se laisser happer par ce genre de discours, qui est en fait... des prédicateurs de vertu, comme dirait Nietzsche, c'est-à-dire que très vertueux dans la forme, mais dans le fond, pas tant que ça. Typiquement, le présentateur Chris Williamson lui pose une question et lui dit comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis des riches? Et la réponse qu'il donne, c'est je trouve qu'il est odieux, je paraphrase,
que des gens soient si riches, en prenant l'exemple d'Elon Musk, quand il y a des gens si misérables dans notre pays. Et donc, il dit, donc, de mon point de vue, ça ne devrait pas être autorisé, ça ne devrait pas être légal d'être si riche quand il y a des gens qui sont si pauvres et si misérables. D'un point de vue vertu, évidemment qu'on pourrait se dire de prime abord, bah oui, évidemment, c'est injuste. Alors l'injustice resterait à démontrer parce que de son point de vue, il trouve ça injuste. Mais c'est pas sûr que le fait que ça ne soit pas le cas rend juste. Typiquement, il suffirait de prendre des régimes beaucoup plus égalitaristes, maoïstes, stalinistes, tout ce que vous voulez, pour voir que si on enlève tous les gens riches, les gens ne deviennent pas forcément moins misérables en bas de l'échelle. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de red flag ? C'est parce que à aucun moment, il dit mon but, c'est que les gens les plus pauvres soient moins pauvres. À aucun moment, il dit mon but, c'est que les gens en bas de l'échelle sociale soient le moins misérables possible. Ce qui est pourtant normalement, je pense, fondamentalement, la chose la plus importante. Et après, une fois qu'on a posé ce diagnostic, parlons de comment est-ce qu'on s'y prend. Mais si le but, c'est qu'il y ait juste le moins d'égalité, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit dans les podcasts, mais si le but, c'est juste qu'il y ait le moins d'égalité, c'est une position d'envieux. Et n'oublions jamais que de la même manière que dans les philosophies libérales, il y a des gens profondément égoïstes, et bah dans les philosophies socialistes, il y a des gens profondément envieux. Et il faut faire attention parce que les extrêmes dans toute chose, et on va en parler aujourd'hui, il me semble, puisqu'on va parler de pente, est important. Donc ça, c'est l'aspect négatif de dire « Oh, mon petit Bernie Sanders, je comprends pourquoi je ne suis plus d'accord avec toi. » En revanche, il a soulevé un point qui était très intéressant. Et je ne sais pas si Nietzsche, à travers ses œuvres, va réussir à aborder la question du pouvoir, mais la notion qui était intéressante, c'était de dire que alors, le fonctionnement électoral aux États-Unis est très légèrement différent d'en France, mais pas tant que ça. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que de son discours, il dit je trouve ça abusé qu'il y ait des gens qui dépensent des millions et des millions et des centaines de millions pour interférer avec la campagne, et de mon point de vue, il faudrait réglementer, il faudrait mettre des caps, etc., parce que aux États-Unis, il y a un système de ce qui s'appelle les super PACs. Je vais vous passer très très vite ce que c'est, mais grosso modo, ce sont des institutions indépendantes qui n'ont pas le droit de collaborer directement avec les instances, donc typiquement avec les démocrates ou avec les républicains. Ils n'ont pas le droit. En revanche, ils peuvent faire une campagne parallèle. Juste, faut pas qu'ils se mettent d'accord. Donc, s'ils veulent faire un meeting pro-démocrate ou pro-républicain, ils peuvent. Ils n'ont pas le droit d'inviter, il me semble, la personne qui veut se faire élire, mais ils peuvent inviter ses sidekicks. Ils peuvent inviter ses petits potes qui viennent raconter un peu ce qu'ils veulent, etc. Et donc, dans ces super PAC, il n'y a pas de limite de budget. Voilà, donc ça c'est le modèle américain. Et pourquoi je dis que c'est pas si différent en France ? Parce qu'en France, on a des limites pour pouvoir donner. Il me semble, je sais plus, c'est 4500 ou 7500 euros, c'est pas, on s'en fout. En revanche, là où aux États-Unis ils sont hyper francs sur ok, vous pouvez débourser beaucoup d'argent pour aller influencer les médias, pour aller mettre des pubs au Super Bowl, etc. En France, c'est pas le cas. Mais tout le monde le fait. Donc tu vas avoir des multimilliardaires qui vont acheter la moitié des médias français et qui vont disséminer de certaines manières, pas directement, mais vont pouvoir orienter l'élection justement grâce à leur argent. Alors la seule différence, c'est qu'aux États-Unis, ils sont très ouverts avec, et en France, ils sont pas du tout ouverts avec. C'est-à-dire que c'est fait de manière cachée. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que le petit Macron en 2017... Les médias l'ont bien fait passer pour le sauveur, le messie, celui qui allait tous nous aider grâce à son jeune âge. Spoiler, voilà, je vous laisse juger de ça fait combien de temps qu'il est là maintenant, 2017, de ses 8 ans au pouvoir. Puis vous me dites, moi perso je trouve ça à chier, mais ce n'est que mon avis. Je me suis perdu là-dessus. Oui, donc du coup, il parle de la séparation de la richesse et du pouvoir, et ça me parle, parce que là, mon petit Bernie Sanders, là on peut se rejoindre, et c'est là où c'est toujours hyper important de rester ouvert à, même si on n'est pas profondément d'accord avec certaines personnes sur certaines choses, du genre, moi je m'en fous que les riches soient moins riches.
Si on m'explique pas par A plus B comment le fait qu'ils soient moins riches va sur le long terme, pas sur le court terme, mais sur le long terme, rendre les gens pauvres moins pauvres, ce qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été prouvé, tant qu'on n'est pas capable de me prouver ça, eh bien, ça ne prend pas. En revanche, je peux être en désaccord avec ça et en accord avec le reste. Parce que, à quoi ça m'a fait penser ? C'est que profondément, le problème avec certains ultra riches, c'est pas le fait qu'ils soient ultra riches, c'est que la richesse et le pouvoir sont liés. Dans le monde actuel, la richesse et le pouvoir sont liés. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver un moyen pour dissocier la richesse du pouvoir, on aura toujours ce problème et on aura cette haine du riche qui est autant liée au fait qu'ils puissent influencer les élections dans leur propre intérêt, que dans le fait et que dans la détestation du riche parce qu'il est riche et par envie. Donc il y a deux personnes qui détestent les riches, il y en a qui les détestent pour des bonnes raisons, il y en a qui détestent pour les mauvaises raisons. On pourrait grossir les traits comme ça. Et c'est pour ça que quand on parle des ultra riches, moi ça me dérange parce que, et je parlais du capitalisme de connivence la dernière fois, ça me dérange parce qu'en fait c'est pas le fait qu'ils soient riches qui les rend mauvais, c'est ce qu'ils font de leur argent. Alors après on pourrait dire oui mais s'ils n'avaient pas d'argent ils pourraient pas mal s'en servir. Ah oui d'accord, mais le fait d'interdire les gens de devenir riches a beaucoup plus d'implications qui sont peut-être encore plus graves, telles que la récession de son pays sur le long terme. Donc la question comment séparer la richesse du pouvoir, et ça m'a fait penser, je me suis dit mais attends, est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce qu'en France, quel est le dernier moment où on a dit aux gens riches de juste être riches et de la fermer. Et en réfléchissant un petit peu, un des derniers moments, je ne sais pas si c'est le seul, mais peut-être que vous pourrez me dire si vous pensez à d'autres, c'est le 13 juillet 1789, pour grossir les traits, avant la Révolution française, donc avec un système de 3 États, on pourrait revenir dessus dans le détail. Mais ce qui est marrant, c'est que si on isole l'aspect richesse et pouvoir, les bourgeois qui faisaient partie du tiers-État, on leur disait, en fait, fermez-la. Vous êtes riche, c'est très bien, mais fermez-la. Vous n'avez pas les mêmes devoirs que les nobles. Vous n'avez pas d'incidence politique parce que ce n'est pas votre rôle d'en avoir. Bon, bah juste, ils ont fini par en avoir en générant une révolution, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est marrant de voir que à l'obscurantisme lié à la Révolution française, alors la Révolution française, je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais là-dedans, il y a eu des choses intéressantes, mais si on se focalise sur ce point très particulièrement, la Révolution française a permis de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus directe de rapprocher le pouvoir de l'argent et du fait que les gens les plus riches puissent, de manière détournée, telle que l'obtention de médias à titre privé, se rapprocher du pouvoir et d'exercer leur pouvoir de cette manière-là, sans être particulièrement aux commandes. Donc c'est marrant, encore une fois, désolé, ceux qui écoutent depuis le début savent que c'est mon tic de langage. Donc c'est intéressant de voir que de la manière dont on peut faire des critiques aux régimes anciens, en réalité tous les régimes politiques ont des points positifs et des points négatifs. Typiquement le fait d'avoir un monarque, un dictateur ou quoi que ce soit peut avoir des choses extrêmement positives, enfin peut avoir des issues positives. Je prends l'exemple actuellement de Dubaï. Je ne suis absolument pas un bandeur de Dubaï en tant qu'entrepreneur, hein. Je les laisse, quand bien même mon meilleur ami y vive, ce n'est pas la question. Mais à Dubaï, on est typiquement dans un pays avec un dictateur éclairé, avec beaucoup des gens les plus riches au monde qui vont là-bas, et le mec en mode je n'en ai rien à faire en fait. C'est pas parce que vous êtes riche que vous avez le droit à la parole, et sur ce point très précis, je trouve ça extrêmement appréciable. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que votre intérêt est particulièrement important. Il l'est sur certains aspects, parce que vous êtes des créateurs de richesse, parce que vous êtes des entrepreneurs, parce que vous créez de la valeur, vous créez de l'emploi, vous dirigez les forces motrices d'un pays dans une direction qui nous permet de produire et de nous élever. Ok, mais au-delà de ça, on s'en fout. Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc ça c'est l'exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je crois que c'est Churchill qui disait la démocratie c'est à chier, mais c'est la meilleure forme politique qu'on a aussi à trouver jusqu'à maintenant. Bah, c'est marrant de voir, ok,
En fait, au lieu de penser que c'est la meilleure, c'est comment peut-on encore l'améliorer. Et là où il y a un lien avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est le dernier point, la volonté est folie qu'orientée vers le passé et créatrice qu'orientée vers le futur. Voilà, ne jamais se satisfaire. Et plutôt que de dire « Oh, la monarchie, etc., c'est de A à Z nul », bah en fait oui, c'est nul quand t'as un roi qui est nul. Voilà, quand t'as un roi qui est pas à la hauteur des enjeux, bah le pays dégringole à cause d'une seule personne qu'on peut pas détrôner. Mais quand la personne est bonne, eh bien ça fonctionne plutôt bien. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a des avantages aux uns et des avantages aux autres. Et que même si c'est le moins pire, ce qu'on a aujourd'hui, ce qui pourrait être débattable, eh bien comment peut-on toujours essayer de l'améliorer. Et là, bah, y a des gens qui y réfléchissent des deux côtés. Hein. Le référendum d'initiative citoyenne, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que mon petit Bernie Sanders, et ça c'est pour vous passer le message, quand on écoute quelqu'un, on peut toujours en retirer et du positif et du négatif, quelle que soit la vision. On peut toujours essayer d'avoir un regard critique. Et c'est pour ça que bah, des gens avec qui on va pouvoir être d'accord, va y avoir des choses avec lesquelles on ne va pas être d'accord. Et on peut très bien dire « Ah, j'adore le travail d'un tel » et il dit « Oui, mais il a dit ça, est-ce que tu es d'accord avec ça ?» Tu dis bah non, mais ça m'empêche pas d'apprécier son travail. Oui, en effet, si on regarde ce truc précisément, je suis pas d'accord. Mais typiquement, Bernie Sanders, si on prend cette interview-là chez Modern Wisdom, sa vision des riches extrêmement rétrograde, extrêmement communiste, si on tire le trait, hein, et si on essayait d'empoisonner le puits. Empoisonner le puits, c'est discréditer une personne en le définissant d'une manière certaine, avant de même exposer ses thèses. Donc voilà, si j'avais envie d'empoisonner le puits, je dirais Bernie Sanders, vu comment il traite les riches, c'est un communiste. Mais d'un autre côté, sa vision entre la richesse et le pouvoir n'est pas totalement inintéressant. Ok. Ensuite, autre petit, ça fait combien de temps que je tourne ? Bon, ça fait 15 minutes, écoutez, c'est comme ça, on va essayer d'accélérer la suite parce que l'épisode dernier était un peu long. Je suis aussi, la semaine dernière, allé pour la première fois au château de Chantilly. Donc, le château de Chantilly qui est visitable et qui a comme particularité, pour ceux qui ne connaissent pas, que le duc de Aumale, de tête, que le duc d'Aumale était un collectionneur d'art et que, à sa mort, n'ayant pas de descendants, a légué toute sa collection à une association privée, à certaines conditions, qu'aucune œuvre ne quitte le château et qu'il soit interdit de les prêter. Donc il y a des œuvres d'art que des gens ne peuvent que voir au château de Chantilly. Il faut savoir qu'il y a des adorateurs d'art, des gens qui apprécient l'art, qui viennent faire des très longs trajets pour aller voir un certain Botticelli, pour aller voir, il y a 2 ou 3 tableaux de Raphaël. Raphaël, grand peintre italien du... Je me suis lancé dans quelque chose, 16 ou 17e... 16e siècle. Allez, 16e siècle, on y croit. Voilà, enfin, peintre de la Renaissance italienne, Raphaël. Pour tous ceux qui connaissent les Tortues Ninja, Raffaello, vous devez avoir la référence. Si vous ne saviez pas d'ailleurs, les noms des Tortues Ninja sont liés à des artistes italiens de la Renaissance, donc Michelangelo, Michel-Ange, celui qui a peint la chapelle Sixtine, pour ceux pour essayer de relier les points. Raphaël, qui a des œuvres à Chantilly, comme je le disais. Donatello, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Très bonne question. Et le 4e, évidemment, je vais pas l'avoir. Voilà, donc je me suis lancé dans quelque chose. Évidemment, je passe pour un con. Ça, c'est l'avantage de la culture. Je pourrais couper au montage. Ouais, mais je vais pas le faire et je préfère vous laisser la réalité. En plus, ça me saoule parce que je sais que le 4e a un bas-relief qui est présent dans le musée des Beaux-Arts de Lille qui est ouf. Et en tout cas, il est mis en avant dans le musée de Lille d'une certaine manière où on peut voir la profondeur. Enfin bref, là, personne comprend. Surtout que vous n'avez pas le nom de l'artiste, mais en commentaire, si vous l'avez... Progressons tous ensemble dans notre culture. Voilà, très simplement. Oui, donc je parlais du château de Chantilly. Hyper intéressant, donc les jardins hyper beaux, machin. Ce que je remarque à chaque fois que je visite quelque chose, et ça a tendance à m'énerver, tout à l'heure j'ai tapé sur la Révolution française. Continuons
continuons sur ce pendant-là, parce que de toute façon, à travers nos études, on n'en fait que l'éloge, quasiment. Bon, on parle quand même un peu de la terreur, on dit en travers vite fait qu'il y a quand même eu quelques morts, mais grosso modo, on demande à n'importe quel Français est-ce que la Révolution a été positive, tout le monde dit oui de façon dithyrambique. À chaque fois que je visite un truc, ça a soit été pillé pendant la Révolution, soit été détruit pendant la Révolution. Donc là, il faut savoir que le château de Chantilly n'est qu'une version diminuée et reconstruite au 19e siècle de la version qui a été précédemment détruite par les révolutionnaires une fois de plus. Le château de Sceaux qui est à côté de chez moi, détruit pendant la Révolution, reconstruit ensuite. Et voilà, on peut continuer comme ça pendant très très longtemps. Beaucoup d'églises ont été pillées, beaucoup de châteaux ont été pillés, Enfin voilà. Donc c'est-à-dire que le patrimoine français tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'on trouve si magnifique et que le monde entier vient visiter, puisque de toute façon l'Europe va finir par être un musée si on continue, n'est qu'une parcelle de ce qui a réussi à persister pendant la Révolution. Alors ce qui est à la fois énervant, mais est à la fois assez positif parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on n'arrive plus à construire, on n'arrive plus à produire de beauté, on n'arrive plus à produire des choses un peu emblématiques de notre pays, on n'arrive pas à produire quelque chose, on dit ça en voyant une photo, oui ça c'est en France, tout ce qu'on construit aujourd'hui ça pourrait être dans n'importe quel pays du monde, c'est la même chose, et de se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 200 ans, on était encore capable de produire quelque chose. Ce qui est, de mon point de vue, source d'optimisme, de me dire que ce n'est qu'une question de conjoncture et on est encore capable. Et là, la restauration de Notre-Dame, j'y pense, est un excellent exemple de la volonté de puissance, pour reprendre les termes de Nietzsche pendant que nous y sommes, est encore présent. Voilà, nous avons encore la capacité il faut juste une volonté, qu'elle soit politique ou qu'elle soit privée, puisque je pense qu'on l'aura compris, tout n'a pas besoin de forcément venir de l'État. Et de la même manière qu'au château de Chantilly, il a suffi d'un homme, le duc d'Aumale, pour réussir à le reconstruire sur ses fonds propres et à y agréger une quantité d'art folle, eh bien il faut souvent qu'un seul homme pour changer les choses. Et il me semble que c'était l'un des apprentissages du premier podcast qui était lié à ce livre. Voilà, donc... je trouve que le duc d'Aumale a été d'une grande lucidité dans le fait de ne pas tout léguer à l'État, puisque depuis le dernier épisode, il y a quand même le Louvre qui s'est fait piller, entre autres, et c'est très marrant parce qu'il y a une stèle dans le château qui explique, en paraphrasant le duc, pourquoi est-ce qu'il ne le donnerait pas à l'État. Grosso modo parce qu'il n'a pas confiance, qu'il a plus confiance dans des organismes privés pour conserver son œuvre. Et jusqu'à alors, eh bien, il s'en est plutôt bien sorti. Il s'en est mieux sorti que les joyaux de la couronne, en tout cas. Allez, après cette courte introduction sur ce qui s'est passé les derniers jours, dernières semaines, commençons l'épisode. Le premier, être capable du mauvais donne la valeur au bien. Ça, c'est une réflexion, avant de vous lire un petit peu tel qu'il est décrit dans le livre de Nietzsche, c'est de dire que, en réalité, c'est pas une question d'avoir des qualités ou des défauts, d'être bon ou mauvais, c'est de dire qu'on a tous des traits mauvais, et que c'est justement en réussissant à les surmonter qu'on réussit à devenir quelqu'un de valable et de meilleur. On a tous une pente, et j'aime bien cette terme de pente, parce que je l'utilise à différentes sauces. La dernière fois, dans le dernier épisode, je l'ai utilisé en parlant de pente glissante, en disant que dès qu'on allait dans une direction, on rentrait systématiquement dans une pente glissante. Je sais plus quel exemple je prenais. Ça, c'est toujours le problème, c'est que quand on parle de notions, c'est toujours mieux d'avoir des exemples. Typiquement, parlons la vidéosurveillance. Voilà, prenons un truc contemporain. De prime abord, on pourrait dire la vidéosurveillance, c'est super parce que ça permet de lutter contre la criminalité, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de crimes et délits commis dans l'espace public. Super.
on met ça en place, nous sommes rentrés dans une pente glissante. Puisque tant que la vidéosurveillance est faite pour ça, c'est super, mais si on commence à exercer un contrôle social, si on commence à réduire les libertés des gens en disant, en fait, on a décidé là de façon un peu arbitraire que telle catégorie de personnes n'a pas le droit de sortir après 18h. Ah là tout de suite on comprend que on a commencé à bien glisser. La pente était bien savonneuse et on y est bien allé tout chousse. Et on peut comme ça d'une solution qui était bonne à la base finir dans une situation qui est négative. Et donc à chaque fois que nous mettons un pied dans une pente, eh bien nous ne savons jamais où est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est là tout le problème, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent une société non optimale de prime abord, mais qui ne sont sujets à aucune pente, plutôt que des sociétés où on essaye de faire le bien, mais où en fait, historiquement, on a toujours et systématiquement observé qu'à chaque fois qu'on a emprunté une pente, on n'a jamais été capable de se stabiliser dans celle-ci. Qu'est-ce qui nous permettra de nous stabiliser ? Encore une fois, c'est ce dont je parlais la dernière fois. C'est peut-être notre capacité à la nuance, à intégrer le positif et le négatif dans chaque chose, et la technologie dans ça. Je donne un second exemple, mais l'euro numérique. L'euro numérique va nous permettre de lutter contre le grand banditisme. L'euro numérique va nous permettre de lutter contre la pédocriminalité, etc. etc. C'est super si ça sert à ça. Seulement, une chose me dit que la pente va être très glissante et qu'on va tous très glisser. Et donc, encore une fois, et c'est ce que je viens de dire, je préfère une société non optimale où on essaye de lutter contre ces choses-là d'une autre manière que par cette pente dans laquelle je suis persuadé que l'on va tous glisser très fort vers quelque chose que ni vous ni moi ne voulons. C'est-à-dire que sur le principe, évidemment que je suis d'accord, mais je ne suis pas prêt à prendre le risque. Donc ayez toujours à l'esprit cette notion de pente glissante. Maintenant que j'ai dit ça, le fait de connaître sa pente, je vais vous lire les trois petits passages du chapitre des hommes sublimes. Donc si vous voulez juste vous référer au livre et lire des hommes sublimes. La première n'est pas très informative. En revanche, je la trouve belle. Je vous la lis. Il y avait aussi sur lui beaucoup d'épines, mais je ne vis point de roses. Donc les épines étant nos propres épines à nous. Voilà, nous sommes nos propres épines sous certains égards et nous n'avons pas besoin de roses pour nous écorcher. Le second, il a vaincu des monstres, il a deviné des énigmes, mais il lui faudra sauver aussi ces monstres et ces énigmes. Il lui faudra les transformer en enfants divins. Alors beaucoup de choses sur celle-là. On l'aura compris tout à l'heure quand je parlais d'une pente de qualité et de défaut. Ce n'est pas qu'une question de vaincre quelque chose. Ce n'est pas une question de vouloir s'améliorer en développement personnel. On parle toujours d'amélioration. Nous ne sommes jamais suffisants. Or, parfois, c'est réussir à cohabiter avec ces monstres et ces énigmes. C'est réussir à les connaître pour réussir à mieux les contrôler et en faire quelque chose de positif. Donc je trouve ça beau de dire qu'il y a en effet des monstres et des énigmes qui doivent être vaincus et résolus, mais il y en a d'autres avec lesquels on va devoir cohabiter longtemps, puisque ça va être toute la vie. Et comment puis-je réussir à en tirer le maximum ? Ça me fait penser, avant de vous lire le troisième passage, ça me fait penser typiquement à la notion de qualité et défaut. Alors, je ne sais pas s'il y a des principes psychologique, sociologique sur ça, mais j'en suis parvenu à une illustration qui consiste à dire que une qualité, c'est quelque chose où, si on a une barre de 0% à 100%, voilà, je suis, par exemple la gentillesse, je suis 0% gentil, je suis 100% gentil. Et bien de 0 à 80, ça va être positif, et plus on va en avoir, mieux c'est. Mais quand on passe dans le trop, de 80 à 100, ça commence à devenir délétère dans notre vie. Donc même une qualité peut devenir un défaut quand cette qualité est trop grande. Okay ? La différence avec un défaut, c'est que c'est l'inverse. Si on a une barre de 0 à 100, quand ça va de 1 à 20, c'est plutôt positif. Je prends l'exemple de la colère. Être capable sur certains points de pouvoir faire preuve d'une colère maîtrisée pour faire respecter certaines limites personnelles dans des relations humaines ou qu'importe, c'est positif, mais très vite, vous voyez, on va de 0 à 20, très vite, la colère devient négative, et pour moi,
C'est ça l'une des différences principales entre des qualités et des défauts. C'est qu'on a rarement trop de qualités, mais par contre, une caractéristique, quand elle est une qualité, il faut vraiment en avoir beaucoup pour que ça devienne un défaut. Ce qu'on appelle à opposer un défaut peut être en réalité une qualité. Donc c'est pour ça, un caractère qui est jugé comme défaut, c'est quelque chose qui passe très vite de la qualité vers le défaut, typiquement la colère. Donc je vous laisserai après réfléchir à d'autres traits de caractère. Posez-vous cette question, ok. Par exemple, et on peut reprendre... alors la question c'est, est-ce que les péchés capitaux s'y prêtent ? La colère, j'ai dit, donc oui, ça s'y prête. Donc il faudrait voir avec les autres, gourmandise, luxure, envie, etc. Tout à l'heure, je me suis prêté à une liste exhaustive avec les artistes italiens. Est-ce que je la retente ? Michel-Ange, Raphaël, Donatello. Ah putain, je l'aurais pas l'autre. Et Léonard de Vinci, ben oui, Léonard de Vinci. Donc c'est Donatello qui était au musée des Beaux-Arts à Lille avec son super bas-relief hyper profond. Waouh, waouh. Ah. Ça, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand vous réfléchissez à quelque chose, vous savez que c'est dans votre cerveau. Vous savez que c'est quelque part, mais vous n'arrivez pas à trouver la porte. Et là, vous tirez tous les tiroirs, vous soulevez les meubles, vous cherchez dans votre penderie. Putain, mais où est-ce que c'est ? Où est-ce qu'elle est, cette information ? Et là, vous tombez dessus, quel soulagement. Ah, voilà, bon. Je sais même plus. Oui, donc qualité et défaut. Donc en effet, je pense que quand quelqu'un a un défaut, il a plutôt intérêt, dans certaines mesures, à apprendre à le dompter que à apprendre à le vaincre. Je vous lis l'extrait suivant. Je n'exige la beauté de personne autant que de toi qui es puissant, que ta bonté soit ta dernière victoire sur toi-même. Je te crois capable de toutes les méchancetés, et c'est pourquoi j'exige de toi le bien. En vérité, j'ai souvent ri des débiles qui se croient bons parce que leur patte est infirme. Je vous le relis une seconde fois parce que... Je n'exige la beauté de personne autant que de toi qui es puissant. Donc il y a un intérêt dans la puissance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on pense que être riche, ou c'est plutôt... Alors, encore une fois, je suis désolé, je vais faire des références au podcast suivant, mais parfois, le fait de répéter des choses nous permet de débloquer des choses logiques, et puis l'apprentissage passe par la répétition, donc ça me permet aussi de structurer mes pensées. Mais je parlais de la différence entre des bénédictions et des privilèges. Voilà, c'est-à-dire qu'un privilège, c'est quelque chose qu'il faudrait par définition abattre. Il n'y a aucune raison que tu sois privilégié par rapport à moi. Qu'est-ce qu'il faut que tu sois privilégié par rapport à moi, surtout quand nous sommes à condition égale. En revanche, une bénédiction, c'est une inégalité intrinsèque à l'homme qui est apparue. Je suis plus intelligent que toi, je suis plus beau que toi, je suis plus même riche que toi, ça fonctionne. En revanche, la notion de bénédiction montre qu'il faut en être à la hauteur. Et là, c'est ce que nous dit Nietzsche. Je n'exige la beauté de personne autant que de toi qui es puissant. Le fait que tu aies réussi à bénéficier de la puissance comme bénédiction, de qui tu veux, de la nature, de Dieu, qu'importe, tu es plus puissant que les autres, ça t'oblige. Ça me rappelle le motto des arts martiaux vietnamiens que j'ai pratiqué jusqu'à la seconde dan. Être fort pour être utile. C'est justement parce que tu es fort que tu as le devoir d'être le plus utile possible. C'est justement parce que tu as développé ta force que tu ne vas pas l'utiliser uniquement dans ton intérêt, mais aussi dans l'intérêt des autres, parce qu'il n'y a que toi qui peux remplir cette mission. Et c'est justement parce qu'il n'y a que des gens puissants qui peuvent remplir certaines missions que nous devons avoir des gens puissants avec nous. C'est parce qu'il y a certaines missions qu'il n'y a que les riches qui peuvent remplir, qu'il nous faut des riches pour les remplir. Et le jour où il n'y en a plus, il y a certaines missions qui ne pourront plus être exécutées et qui seront délétères à toute la société. C'est pour ça que, je reviens pas sur tout à l'heure, mais être riche ne veut rien dire. Quel genre de riche es-tu ? Plus tu es puissant, plus nous attendons de toi. Et ça, on a tendance à l'oublier. Plus tu as reçu de bénédictions, plus on attend de toi. Que ta bonté soit ta dernière victoire sur toi-même. Je te crois capable de toutes les méchancetés, c'est pourquoi j'exige de toi le bien. Évidemment, plus on est riche, plus on peut faire preuve de pouvoir, je l'ai dit. C'est justement parce que vous êtes riche que vous pouvez exercer votre pouvoir de la mauvaise manière.
Quelle pente allez-vous suivre? Allez-vous vers le mal ou allez-vous vers le bien? Quel est votre devoir moral là-dedans? En vérité, j'ai souvent ri des débiles qui se croient bons parce que leur patte est infirme. Typiquement, parlons du pacifisme, qui est un exemple très largement rempli. Quel intérêt y a-t-il à être pacifiste si nous sommes inoffensifs? Il y a plus d'intérêt, et typiquement, prenons la dissuasion nucléaire, qui est un très bon exemple de ça. Il est beaucoup plus compliqué d'être pour la paix absolue quand nous sommes capables de ravager un pays entier en un seul bouton. Et c'est là où la vertu est vraie. Je suis capable de te terrasser et c'est moi qui vais pourtant chercher la paix. Je pourrais avoir des velléités expansionnistes, je pourrais avoir des velléités de conquête. Non, je ne l'utiliserai que pour me défendre. Et c'est facile d'être pacifiste quand on est entouré de gens avec la bombe nucléaire. Voilà, je suis la Suisse, admettons. Alors la Suisse n'a que la France à côté avec la bombe nucléaire. Allez, on s'en fout. Voilà, je suis un pays avec aucune armée, avec aucune infrastructure militaire. Oui, c'est sûr que là, j'ai plutôt intérêt à être pour la paix, mais parce que je suis inoffensif. Et si, admettons, le lendemain, j'avais la bombe nucléaire, est-ce que je serais toujours aussi pacifiste? Ou est-ce que je l'utiliserais à mes propres fins? Il n'y a que parce qu'on est capable de détruire. Il n'y a que parce que nous sommes capables de détruire que le fait de ne pas détruire repose uniquement sur notre volonté. C'est facile de se prétendre vertueux quand on n'a pas d'argent et c'est Céline qui disait le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Donc un prolétaire qui voit un bourgeois et qui, pour reprendre des terminologies plus marxistes, hein, et qui dit c'est injuste, tu devrais pas ci, tu devrais pas ça, blablabla. Qui te dit que toi en tant que bourgeois qui te dit que toi, en tant que prolétaire, si tu passais dans la catégorie bourgeois, tu ne te comporterais pas exactement de la même manière que tu décris? C'est justement parce que tu manques que nous n'en savons rien. Et je prends pour exemple, dans un sujet un peu plus contemporain, mais les paroles de Wald, j'étais de gauche jusqu'à ce que je paye des impôts. Ah oui, mais c'est-à-dire que si on est de gauche ou de droite, non pas pour des devoirs moraux, mais juste parce que ça m'arrange, bah à ce moment-là, on est juste une merde. Non, on n'est pas de droite quand on paye des impôts, et quand, imagine, ta carrière musicale devient un fiasco, tu repasses de gauche. Ben non, faites un peu de cohérence là-dedans. Quelle est ta vision de la société? Et la vision de la société, c'est pas ah bah moi je m'arrange et puis voilà. C'est parfois il faut faire des sacrifices pour certaines choses et pour être prêt. Enfin, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Donc les girouettes, c'est sympa 2 secondes, mais c'est là où ce passage est peut-être le plus essentiel, et c'est pour ça que je vous répète le titre de ce chapitre. Être capable du mauvais donne la valeur au bien, et je pense que là, vous l'avez compris plus qu'autre chose. Allez, on passe au sujet suivant. Là ça me fait prendre conscience que je vous donnais un petit regard sur les backstage, mais j'ai noté plein de choses dont je ne vais pas parler parce que c'était beaucoup moins intéressant que ce que je viens de dire. Donc il y a un petit intérêt à améliorer mes notes, ou alors à prendre des notes qui ne servent à rien, mais ça c'est... pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'une des raisons pour laquelle je fais peu de podcasts et pourquoi je n'arrive pas à en faire un par semaine, c'est parce que ça me demande quand même un petit peu de préparation, et que entre la lecture journalière et la préparation hebdomadaire, il y a trop de friction. J'essaye, tu vois, par exemple là, typiquement, je suis en train de filmer avec un grand angle. L'image est beaucoup moins belle. Bon, parce que j'ai une tête de con, c'est inhérent au fait de filmer avec un 14 mm, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photographie. Or, j'ai un 35 mm que j'utilisais sur les 2 épisodes précédents, qui me donne des proportions normales, voilà, qui m'évite de regarder la longueur de mes bras là. Pour ceux qui sont en podcast, ils comprennent pas ce que je suis en train de faire. Il faut aller sur YouTube pour ça. Mais la différence, c'est que je suis obligé de tirer ma table basse, de tirer des câbles, etc. Là, le setup est beaucoup plus simple à mettre en place. Et qui dit simplicité dit moins de friction. Et qui dit moins de friction dit qu'on s'y tient beaucoup plus facilement.
Je vous renvoie encore une fois à l'épisode précédent sur les habitudes. Plus on réussit à diminuer la friction, c'est pareil pour faire un podcast, c'est pareil pour se mettre au sport, c'est pareil pour prendre n'importe quelle nouvelle habitude. Plus vous diminuerez les frictions, plus vous aurez de chances de le répéter dans le temps. Et réussir à en créer une habitude, ce n'est qu'une question de répétition et de friction. Passons au second. Savoir est une fin qui exclut l'exploration. Alors avant de vous donner les passages qui m'y ont fait penser, je remarque dans la société actuelle que l'expérience a beaucoup moins de valeur que la science. Alors si on reprend un peu l'aspect historique de la chose, c'est tout à fait explicable. On pourrait tracer ça au XVIIe siècle. Le discours de la méthode de Descartes, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai les grandes lignes, qui crée un discours ultra rationalisant de la vie. On essaye de tout rationaliser, et le rationalisme prévaut. Et de ce rationalisme-là, qui est né au XVIIe siècle, naît par la suite beaucoup de choses. Naît la Révolution, alors je tire des gros traits, là, il y en a qui vont s'y connaître, qui vont dire « Oula !» mais ça fait partie d'une mouvance commune. Je pense que nous pouvons nous accorder là-dessus. Ça crée les révolutions industrielles, etc. Ça crée évidemment la déchristianisation en Occident aussi. Mais en tout cas, la volonté de tout rationaliser au détriment de l'émotionnel, au détriment du spirituel et au détriment de l'expérience de l'empirisme surtout ou pas, en fait, tout ça sont des catégories qui sont toutes essentielles. C'est comme si je vous disais, en pourcentage, c'est quoi le plus important entre boire et manger ? Les deux, c'est 100%, parce que si je bois pas, je meurs, et si je mange pas, je meurs. Donc, je vais mourir plus vite si je manque d'eau. Là, je vous la donne. Celle-là, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, les deux sont importants. Donc là, c'est la même chose. C'est une disproportion entre la raison vis-à-vis du reste, entre la raison et l'instinct, entre la raison et l'émotion, entre la raison et l'expérience. Ça se trouve à différents endroits. Alors dans le sport, il y a une mouvance qui s'appelle la zététique. Alors comment ne pas être chiant ? Typiquement, pour tous ceux qui ont un métier un peu physique, vous avez appris que pour soulever des charges lourdes, il fallait avoir une certaine posture avec le dos droit. Les zététiciens, a fortiori avec des études scientifiques, vont vous montrer que non, en fait, en réalité, il n'y a aucun problème à porter des charges avec un dos rond, sous certaines conditions, etc., voire même qu'il faudrait le faire. Qui est un discours, quand on rentre dans les détails, qui pourrait s'entendre en termes de précaution, dans une démarche ultra progressive, avec des charges très largement sous-maximales, etc. En tout cas, c'est une logique dans le monde du sport, si vous voulez le terme, qui s'appelle l'antifragilité. C'est se mettre dans des situations de fragilité pour justement pousser son corps à se renforcer. Or, nous ne sommes jamais aussi forts dans une position de fragilité que dans une position de force. Donc certes, en fait, certes, vos études scientifiques montrent que c'est tout à fait possible. Or, dans la vie réelle, dans la vie pleine d'expérience, n'importe quel expert et coach en musculation qui a réellement coaché des gens sur le terrain vous diront que faire des mouvements type squat, type soulevé de terre, etc. avec le dos rond ne peut entraîner qu'à une seule chose, c'est la blessure. N'importe quelle personne qui a pour intérêt, je sais qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui sont dédiées au sport en entreprise et même au-delà de ça, aux échauffements d'ouvriers avant leur journée de travail et l'apprentissage de certains schémas moteurs pour réussir à justement améliorer leur capacité de charge et éviter qu'ils se blessent sur le long terme. Là, je n'ai pas de nom d'entreprise, mais je sais que ce sont des entreprises qui existent. Allez leur dire non, mais en fait vous y prenez mal. En fait, il faut pas s'échauffer parce que le guépard dans la jungle, lui, il s'échauffe pas avant de courir. D'accord, je vous dis ça, mais ce sont des vrais discours qui existent. Oui, en fait, si vous ne les faites jamais rien soulever le dos rond, le jour où ils ont le dos rond, ils se blessent. Oui, d'accord. Mais en attendant, depuis qu'on fait ça, les congés, maladies et blessures, etc., ont diminué de X%. Comment est-ce que tu l'expliques ? Et c'est là où la théorie et la pratique s'opposent. La théorie peut être intéressante pour adapter la pratique, mais la théorie ne doit jamais se substituer à la pratique. Et c'est là où, de nos jours, je trouve qu'il y a une dévalorisation de l'empirisme et de l'expérience au profit du scientifique qui n'a pas de raison d'être. Et au contraire, je ne suis pas en train de dire que tout ne doit être expérience, ce sont justement deux mondes qui doivent se répondre et se nourrir mutuellement.
Donc ça, c'est dans le monde du sport. Un autre problème qu'on a aujourd'hui, et on le voit aussi sur tous les débats télévisés, etc. Alors autant quand... Et même, non, ce que j'allais dire, autant en politique. Mais non, en fait, on peut faire dire tout et n'importe quoi d'un chiffre. C'est très vrai en sciences du sport, qui est mon domaine d'expertise, mais je le vois de plus en plus. Ça aurait été intéressant d'ailleurs, et peut-être que je le ferai un jour, mais peut-être plus en privé. Je prends des articles, typiquement hier, je lisais un article du Monde, où j'étais en profond désaccord. Toutes les statistiques sont pleines de biais. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'une statistique ne peut être que biaisée une fois qu'elle est lue par l'homme. Et il n'y a de biais que si on donne les deux versions de la statistique. Euh, est-ce que j'ai un exemple à vous donner? Parce que là, évidemment, ça vous prend... Non, je le ferai en privé peut-être, si ce genre d'analyse d'article vous intéresse pour améliorer votre esprit critique. Voilà, c'est-à-dire que moi, quand je lis un article du Monde, je le lis comme un article scientifique. Quelle est votre méthode? Quels sont vos biais statistiques? Ce qui fait que je lis peu parce que les journalistes n'ont pas fait de thèse. Voilà, ou peu d'entre eux en tout cas, et pas de thèse scientifique, ça c'est sûr. Euh, Donc voilà, je vous rappelle, le savoir est une fin qui exclut l'exploration. Le savoir est une fin qui exclut l'exploration. J'ai décidé de faire moins de montage, donc je vais garder quand ma langue fourche. Je pense que vous commencez à savoir un petit peu maintenant un peu plus ce que je veux dire par là. Je vais vous lire maintenant les passages. Il y a deux chapitres qui s'y prêtent. Le premier, c'est des savants. Semblables à ceux qui stationnent dans la rue et qui bouche bée regardent les gens qui passent, ainsi ils attendent aussi bouche bée les pensées des autres. Il faut savoir que dans le monde du sport, c'est le cas, donc j'estime que dans les autres domaines, c'est très certainement le cas aussi. La science répond souvent à des demandes de terrain. Et les premières trouvailles sont plus faites sur un stade que dans un labo de recherche. Parfois, ça arrive, mais il y a cette phrase d'un préparateur physique français qui dit « Si jamais vous basez vos méthodes d'entraînement sur la science, vous aurez 3 Olympiades de retard. » Et donc, parfois, quand on est en avance, il se peut que nous allions à l'opposé de ce que dit la science 3 Olympiades plus tôt. J'ai un exemple en sciences du sport. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les sciences du sport vous saoulent. Je passerai mes exemples. Mais typiquement sur la récupération active. Instinctivement, les gens, quand ils sont fatigués, ils s'assoient. Et puis, au bout d'un moment, scientifiquement, on s'est dit, ah ben non, en fait, pour des raisons diverses, il s'avérerait que quand on fait une récupération active, on récupère plus vite. Donc le terrain un peu circonspect a commencé à faire des récupérations actives. Voilà, la science ayant dit, on a estimé que c'était la vérité absolue. Or, il y a des gens qui se sont dit, mais niquez-vous, en fait, on voit bien que quand on reste assis, on fait des meilleurs chronos que quand on récupère activement. Donc vous aurez beau nous parler de lactate, de trucs, de machin, de récupération active, la réalité, c'est que laissez-nous tranquilles, on le voit en fait avec nos yeux. Donc essayez pas avec vos blues de nous expliquer dans un labo de recherche que nous on voit avec un chrono sur le terrain. Et à ce moment-là, il y a les gens qui vont attendre bouche bée, les gens qui passent pour attendre la pensée des autres, et il y a ceux qui vont être proactifs dans la création, qui vont se servir de leur expérience pour être proactifs. Je vous lis le deuxième passage. Ce sont des bonnes pendules, pourvu que l'on ait soin de bien les remonter. Ainsi, elles indiquent l'heure sans se tromper et font entendre en même temps un modeste tic-tac. Là, on est typiquement dans ce que je viens de vous expliquer précédemment. Peut-être que vous ne faites pas le lien, et moi non plus je ne le fais pas tout à fait, entre ce que je vous ai expliqué en préambule sur l'importance de l'expérience et ça, mais c'est ce qui vous empêche d'être une pendule, c'est justement le fait de vous reposer en partie sur votre expérience. Parce que si vous n'écoutez que votre raison, et en sciences du sport, la raison c'est la science a raison. Le terrain est instinctif. Donc si vous voulez éviter d'être des pendules, certes, il faut écouter la science, elle nous donne de très bonnes bases qui affirment certaines choses, mais parfois il y a des instincts
contre lesquels il ne faut pas lutter et qui dépassent ce que la science peut prouver, parce que la science n'est pas infuse, comme le veut le proverbe. Je vous lis le 3e passage et avant-dernier. Avec méfiance, ils se surveillent, les doigts les uns les autres, aventifs en petite malice, ils épient ceux dont la science est boiteuse, ils guettent comme des araignées. C'est très difficile d'aller à l'encontre du discours commun. En sciences du sport, à la limite, mais bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas encore trop de velléité. Évidemment, quand on dit quelque chose sur Internet et quand on a une posture d'enseignant, il y a évidemment des gens qui vont avoir quelque chose à redire, qui vont dire ici ça manque de précision, ici ça, ici machin. Mais dans la volonté créatrice, puisque c'est un peu le thème de Zarathustra, dans la volonté de vouloir faire avancer les choses, il faut parfois prendre des risques. Et parfois, sur ma chaîne, sur mon autre chaîne, qui est dédiée au sport d'endurance et à la méthodologie, parfois je prends des risques en me disant « Oh, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, il faut que j'en fasse une vidéo déjà pour bien me l'accaparer. » J'en parlais encore une fois dans un épisode précédent. Peut-être que je vais arrêter de faire des rappels parce que soit vous les avez écoutés, soit vous les avez pas écoutés. En tout cas, à chaque fois que je répète quelque chose... Ok, partons de ce principe-là. Si je répète quelque chose qui est dans un épisode précédent et que vous dites « Ah, mais tu l'as déjà dit », partez du principe que c'est pour votre apprentissage. Si l'apprentissage passe par la répétition, à partir d'aujourd'hui, je ne dis plus que je l'ai dit dans un autre podcast, puisque on va vite tourner en rond, et c'est justement l'objectif du podcast, de tourner en rond pour réussir à avoir une base stable sur laquelle s'appuyer. Bon. Du coup, j'ai oublié j'ai oublié là où j'en étais. Voilà, désolé, je vais essayer de retrouver. Oui, c'est bon. Donc, je fais des vidéos pour m'approprier le sujet, puisque la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. Mais parfois, je sais qu'il y a des biais argumentaires. Je les laisse là. Je me dis, bon, il y a bien quelqu'un qui va appuyer dessus, quelqu'un d'intelligent. Très souvent, c'est les mêmes. Sean, si jamais tu passes par là, tu ne passeras jamais par là. Mais voilà, je sais que les gens intelligents vont voir les biais argumentaires et vont voir les trous. Mais ça n'empêche pas le fond d'être bon, et ça n'empêche pas le raisonnement d'être correct et d'ouvrir un nouveau monde de possibilités qui demande à être exploré de façon exhaustive. Et justement, là, ce n'est qu'en sciences du sport, là où j'ai une très grande expertise, mais si on parle en politique, qu'est-ce que c'est compliqué d'aller contre la pensée commune sociale. Il y a cet adage, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, et pourtant, aujourd'hui, c'est très difficile d'aller contre. C'est pour ça que la démocratie a beaucoup de biais, parce que l'homme est tellement social, l'homme aime tellement se conformer, que ça demande tellement d'énergie de réussir à en sortir, ça demande tellement d'énergie, ne serait-ce que pour exprimer une position ou un sentiment ou une hypothèse qui irait contre la pensée commune. Or, il n'y a qu'en créant une hypothèse qui va contre qu'on peut voir où ça nous mène. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Si personne ne remet jamais rien en cause et qu'on va droit dans le mur, eh bien on finit par un accident. Et peut-être que pour reprendre la première métaphore qu'utilise Nietzsche dans ce livre, c'est justement là toute la force qu'il faut à un lion pour réussir à s'élever au-delà des chameaux. C'est justement parce que c'est extrêmement compliqué d'aller contre ses instincts sociaux. Et là, évidemment... alors pour un entrepreneur, c'est beaucoup plus simple de parler de taxes. Voilà, en tant qu'entrepreneur, je n'aurais aucun mal à parler du fait qu'en France, nous sommes beaucoup trop taxés et que ça a énormément d'implications négatives. Or, si on parle de démocratie, si on parle d'immigration, si on parle de religion, qu'importe son avis là-dessus, si on a un avis qui va contre la pensée commune, quelle que soit la bonne ou la mauvaise raison pour laquelle on le pense, ne serait-ce que exprimer son avis est déjà un énorme risque vis-à-vis du groupe. Donc, j'ai noté après ça, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que, est-ce que quand il y a des gens qui vous donnent des pensées contraires aux vôtres, est-ce que vous les traitez de démons ? Et là, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que je vous parle de démons. Et parce que c'est ma dernière citation. On change de chapitre, cette fois-ci on passe dans « De la sagesse des hommes ». Je vous le lis. « Votre âme est si loin de ce qui est grand que le surhumain vous serait épouvantable dans sa bonté. Et vous autres, sages et savants,
Vous fuiriez devant l'ardeur ensoleillée de la sagesse où le surhumain baigne la joie de sa nudité. Bon, là, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, pas hyper simple à lire, pas hyper simple à lire. Mais je vous lis le dernier passage de cet extrait qui est le plus important. Vous autres, hommes supérieurs, que mon regard a rencontrés, ceci est mon doute sur vous et mon secret. Je devine que vous traiteriez mon surhumain de démon. Vous autres, hommes supérieurs, que mon regard a rencontrés, ceci est mon doute sur vous et mon secret. Je devine que vous traiteriez mon surhumain de démon. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer sur notre capacité à émettre ne serait-ce que des hypothèses qui vont à l'encontre de la pensée commune. Quand on parle de être l'avocat du diable, il faut systématiquement... On a besoin d'avocats du diable. Il y a des gens qui émettent des hypothèses contradictoires à des sujets avec lesquels je suis pourtant d'accord initialement. Je les remercie de ne pas être d'accord pour me permettre d'affirmer que ce en quoi je crois n'a pas d'angle mort. Parce que si je crois en quelque chose, mais que je n'ai pas conscience pleinement de pourquoi est-ce que j'y crois, y crois-je seulement vraiment ? Puis-je le défendre sous toutes les coutures ? Et il y a justement seulement dans l'opposition que je peux savoir si ce que je crois, j'y crois réellement, ou si j'avais tort parce qu'il me manquait des informations. Et c'est pour ça que je me mets à lire. Parce qu'il y a plein de sujets où je suis sûr d'avoir raison, je le ressens, je sais au fond de moi, et pourtant il est si simple de me faire écrouler, et il est si simple de me faire appeler démon, justement parce que je manque de culture. Et ce n'est que notre responsabilité d'être à la hauteur. Alors tout ça, c'est vrai que savoir est une fin qui exclut l'exploration. Mais non, justement, ça va 100% pour. Et je pense avoir réussi à le démontrer. Pour terminer, je vais finir avec cette petite phrase que je me suis notée. Vous l'aurez compris que la notion de théorie et de pratique se répondent et sont toutes les deux essentielles. Et j'ai noté « Mon expérience succède et précède mes lectures ». Je vous répète, mon expérience succède et précède mes lectures. Je suis arrivé dans cette quête personnelle de lecture justement pour essayer de faire en sorte de ne pas avoir seulement mon expérience sur laquelle m'appuyer, mon expérience de vie, mon expérience sportive, mon expérience entrepreneuriale, mon expérience personnelle, mais aussi des bases théoriques. Or, une fois que j'aurai acquis les bases théoriques, il ne faut pas uniquement se reposer sur elles. Il faut justement renvoyer ces bases théoriques à sa propre expérience, pour pouvoir justement continuer à les remettre en cause, réussir à les remettre en doute. Et il y a une chose qui est hyper importante qu'il ne faut pas négliger, hormis sur les sciences dures, mais socialement parlant et politiquement parlant, c'est la réalité. La vérité d'un jour peut, en fonction du contexte, ne pas être la vérité du lendemain. On peut penser quelque chose un jour et ne pas être d'accord le lendemain. Je vous donne un exemple, je me projette 1929, donc avant la crise financière de 1929. Je peux être contre la liberté totale des acteurs financiers et pourtant être 10 ans plus tard en Russie pour un peu plus de liberté des acteurs économiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir une posture, ce n'est pas être forcément pour ou contre à partir du moment où nous ne sommes pas dans un extrême. C'est un ping-pong et parfois on est d'un côté, parfois on est de l'autre. Aujourd'hui en France, je suis pour qu'il y ait moins de taxes et j'espère un jour être pour qu'il y en ait plus. Parce que comme je vous l'ai dit, un État totalement libéral est pour moi aussi égoïste qu'un État totalement socialiste est envieux. Je passe au dernier point. Je vais juste prendre une petite gorgée avant. Désolé pour les bruits de bouche. La volonté est folie quand orientée vers le passé et créatrice quand orientée vers le futur. Je le répète, la volonté est folie quand orientée vers le passé et créatrice vers le futur. Ça fait très longtemps que nous sommes ensemble, donc je vais essayer de passer vite dessus. Mais il y a deux sources de folie. En tout cas, ce ne sont pas peut-être les seuls, mais il y en a deux. C'est vouloir changer le passé. Vouloir changer le passé ou vouloir l'effacer, ce sont des quêtes qui sont liées à
à être fou quand, par exemple, je prends l'exemple d'un deuil. Quand nous faisons le deuil de quelqu'un, je ne suis pas expert en deuil, mais il y a un moment où on refuse ce qui s'est passé, et c'est justement tout ce qui génère de la frustration, et l'une des façons de sortir du deuil, en tout cas l'une des dernières étapes, est l'acceptation. J'accepte ce qui s'est passé pour réussir à me projeter vers l'avant, et à rentrer dans une logique un peu plus créatrice. Je vais peut-être vous lire les exemples tout de suite, parce que vous allez voir que la notion créatrice est importante dans la vision de Nietzsche. J'en ai 4 pour vous, dans le chapitre de la rédemption. Le présent et le passé sur la terre, hélas mes amis, voilà pour moi les choses les plus insupportables. Et je ne saurais point vivre si je n'étais pas un visionnaire de ce qui doit finalement venir. De ce qui doit fatalement venir, je vous répète. Le présent et le passé sur la terre, hélas mes amis, voilà pour moi les choses les plus insupportables, le présent et le passé. Et je ne saurais point vivre. Et je ne saurais point vivre si je n'étais pas un visionnaire de ce qui doit fatalement venir. Donc un esprit tourné vers le futur. D'où ce que je vous répète, la volonté est folique orientée vers le passé et créatrice orientée vers le futur. Deuxième extrait. Sauver ceux qui sont passés et transformer tout ce qui était en tout ce que je voudrais que ce fût. Cela, c'est seulement ce que j'appellerais rédemption. Transformer tout ce qui était en tout ce que je voudrais que ce fût. Je vous lis le troisième. Ce fut, c'est ainsi que s'appelle le grincement de dents le plus solitaire. C'est ainsi que s'appelle le grincement de dents et la plus solitaire affliction de la volonté. Impuissant envers tout ce qui était fait, la volonté est pour tout ce qui est passé un méchant spectateur. Donc la volonté n'a aucune puissance dans le passé. Nous ne pouvons pas changer les choses. Nous ne pouvons pas même changer le présent, puisque le présent est le résultat du passé. La seule chose sur laquelle nous pouvons avoir un effet, c'est le futur, puisque les actions présentes impacteront le futur. Le présent dépend du passé, le futur dépend du présent. Les seules actions et les seules modifications que nous pourrons apporter dans ce monde sont dans le futur et nécessitent une seule chose dans le présent, c'est notre volonté. Et cette volonté, comment est-ce qu'elle s'exprime quand elle est vers le futur? Dans la création. Et ça tombe bien puisque c'est notre dernier extrait. J'ouvre les guillemets. La volonté est créatrice. Fermez les guillemets. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche. Tout ce qui fut est fragment et énigme et épouvantable hasard. Jusqu'à ce que la volonté créatrice... Excuse-moi, je me suis emballé. Tout ce qui fut est fragment et énigme et épouvantable hasard, jusqu'à ce que la volonté créatrice ajoute, mais c'est ainsi que je le voulais. Quand rétrospectivement, nous analysons quelque chose, ça ne fait aucun sens. Or, quand on se projette encore plus dans le passé, et que nous projetons la volonté que nous avions dans le futur de modifier les choses par notre création, ah là ça commence à devenir technique, Donc il y a un événement A, il y a un événement B, il y a un événement C qui se succèdent à 6 mois d'intervalle. Quand nous sommes à C et que nous regardons à B, cela ne fait aucun sens. Or quand depuis C on se projette à A en regardant B, avec notre volonté créatrice, ainsi B fait du sens a posteriori. Et ce n'est que grâce à la vision qu'on a à A que B fait du sens. Depuis C, la seule raison pour laquelle on peut analyser B, c'est depuis A. La seule raison pour laquelle on peut analyser la Révolution française, c'est depuis A. Nous sommes à B, nous sommes à C, la Révolution française est B. La seule chose qui nous permet de la comprendre, c'est en connaissant A. Je prends l'exemple de la Révolution française parce qu'on en a parlé tout à l'heure et que j'ai envie d'en reparler un petit peu. J'ai pas fini cet extrait, donc je vous le relis. La volonté est créatrice. Tout ce qui fut est fragment et énigme et épouvantable hasard, jusqu'à ce que la volonté créatrice ajoute « mais c'est ainsi que je le voulais ». Jusqu'à ce que la volonté créatrice ajoute « mais c'est ainsi que je le veux, c'est ainsi que je le voudrais ». Puisque la volonté a une continuité. Depuis ma naissance, ma volonté à changer mon passé impacte mon présent et changera mon futur. Alors,
pour terminer sur ce sujet, tout à l'heure je vous ai parlé du deuil dans la volonté de changer le passé, je viens de parler de Révolution française, parce que justement tout à l'heure je vous ai parlé de tous les pillages, de toutes les destructions qu'il y a, parce qu'il y avait une vraie volonté de destruction de là où on venait. Nous avions tellement créé de ressentiments, et quand je dis nous, en réalité c'est pas nous, c'est les gens de l'époque, les bourgeois, puisque la révolution naît du tiers-état, mais de pas n'importe quelle partie du tiers-état. Le paysan au fin fond du Doubs, il s'en battait un peu les steaks. Ce sont les bourgeois qui ont mené cette révolution-là. Euh, voilà, il faut quand même. Voilà, c'est une révolution bourgeoise avant tout. Bref, ils ont voulu, à leur hauteur, détruire les traces du passé. Et c'est l'une des raisons de leur folie, et c'est pour ça qu'a posteriori, la terreur, entre autres, est une catastrophe et est terrible. Justement, hein, ça porte assez bien son nom. C'est justement, je pense, par le fait de vouloir changer le passé ou de l'effacer. Or, le passé est ineffaçable. Il doit tout au plus être une raison de vouloir peut-être animer notre volonté créatrice. C'est parce que je reçois le présent que j'ai envie de changer le futur. À la limite, à la limite. Et par ailleurs, je vais être odieux en cette fin de podcast, puisqu'il faut se rendre compte à quel point les volontés de détruire le passé sont graves. Il y a, de façon contemporaine, un autre pays au monde qui a essayé de détruire les traces du passé dans son pays et de surcroît des traces religieuses. Ce sont les talibans en Afghanistan qui ont détruit des temples bouddhistes, qui ont détruit, il me semble, des bouddhas particuliers. Enfin, on parle souvent de cela, mais ce n'est pas tout, hein, ils ont détruit aussi autre chose. C'est-à-dire que dans cette folie vengeresse vers le passé, entre la Révolution française, ou en tout cas une partie de la Révolution française, parce qu'il y avait évidemment euh, des gens bien intentionnés dans cela, mais dans toute pente, il y a du positif et du négatif, vous l'aurez compris. Il y a ceux qui se sont stabilisés et il y a ceux qui ont continué de glisser. Et ceux qui ont glissé le plus loin lors de la Révolution française, dans leurs exactions contre le patrimoine, ne sont peut-être pas si éloignés des talibans en Afghanistan. Et quand vous voyez des gens essayer de détruire le patrimoine, cela signifie toujours beaucoup, parce qu'on essaie d'effacer le passé. On dirige notre volonté vers le passé au lieu de la diriger vers le futur, et donc notre volonté est folie et non pas créatrice. Et je rejoins 100% Nietzsche là-dessus, en tout cas c'est une vision de la société qui me parle énormément. Parce que vous allez me dire qui tu es pour rejoindre Nietzsche dans ton petit appart du 21e siècle. Tu n'es pas encore à la hauteur, mon grand, et vous auriez raison. Vous auriez raison. Je vais finir avec quelque chose d'un peu plus léger, qui est une interview d'Alexandre Astier sur Hugo Décrypte peut-être. En tout cas aujourd'hui, en ce moment, Alexandre Astier fait la tournée des médias puisqu'il sort son deuxième film, le premier volet du deuxième épisode de ses films sur Kaamelott. Ouais, pas facile à exprimer. En gros, il y a 3 films, le 2 et le 3 c'est le même film mais c'est en 2 parties. Donc voilà, et il parle du fait que beaucoup de gens sont nostalgiques des premiers Kaamelott, du ton qui y était, d'une certaine légèreté peut-être, et ne se retrouvent pas forcément dans ces dernières œuvres, de la même manière que la licence Star Wars, les derniers sont de mon point de vue à chier, de la même manière que les Anneaux de pouvoir, si on prend une licence que j'adore qui est Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, bah, sont nuls à chier aussi. Ce que dit Astier, j'aime beaucoup, hein, c'est quand on me dit c'était mieux avant, je réponds je m'en branle. Ce qui était avant a été fait. Si vous appréciez ce que j'ai réalisé à ce moment-là avec l'intention que j'avais et la volonté créatrice que j'avais à l'époque, tant mieux. Mais aujourd'hui, ma volonté créatrice est dans le futur. Et en fait, c'est mon problème. Je suis en train de créer quelque chose. Si vous aimiez à un moment et vous aimez plus maintenant, bah tant mieux. Et puis par ailleurs, il s'avère que quand vous aimez pas maintenant, 10 ans plus tard, bah en fait, c'est ce que vous aimez le plus et ce que je crée aujourd'hui, vous aimez pas. Donc bon, il y a des gens qui sont un petit peu malhonnêtes. C'est toujours comme ça. À chaud, on n'aime pas et puis au final, bon, c'est pas si mal. Bon, les Années de pouvoir, vous me direz, je sais pas, ça fait bien 2-3 ans que c'est sorti, c'est toujours aussi nul. Mais ouais, je
j'ai beaucoup de ressentiments puisque j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces épisodes-là. Donc voilà, je trouvais ça intéressant parce que je lisais les deux en parallèle. Astier, lui, est très nietzschéen dans son approche puisque sa volonté créatrice n'est tournée que vers le passé. Alors, ça renvoie vers la tradition. Est-ce qu'il avait aussi une responsabilité envers la tradition qu'il avait créée? Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder dans un autre épisode. En tout cas, si vous avez une pensée là-dessus, n'hésitez pas à la partager en commentaire. À la prochaine!